Il y a des matins où l'on se lève avec la certitude que quelque chose a changé en soi, non pas de manière spectaculaire, non pas avec fracas, mais avec la précision d'une lame de rasoir tranchant dans de la soie. Ce matin-là, je me suis levée comme ça, silencieuse, définitive. Et Théodwald, lui, ne l'avait pas encore compris. Tout avait commencé au petit déjeuner, la veille. Il avait posé sa tasse de café, ce café que je préparais chaque matin depuis 9 ans, avec la précision quasi rituelle d'une femme qui croit encore aux petits gestes comme langage d'amour, sur le bord de l'évier sans un mot, sans un regard dans ma direction. J'avais observé la vapeur s'élever en spirale minuscule depuis la tasse, avant qu'elle ne se dissipe dans l'air de la cuisine, exactement comme s'y dissipait depuis des mois toute tentative de conversation entre nous. Je m'appelle Isolde Varneck. Et j'avais 42 ans ce matin-là, un âge que beaucoup de femmes redoutent, mais que j'avais accueilli comme une promesse, comme si la vie m'avait chuchoté quelque chose à l'oreille que les autres n'entendaient pas encore. Ce que la vie m'avait en réalité chuchoté, c'était ceci. Les dettes muettes d'un mariage s'accumulent comme des feuilles mortes sous un tilleul. On ne les voit pas pendant des années. Puis un jour, on glisse. Théodwald Varneck était un homme que beaucoup auraient qualifié de remarquable. Architecte de renom dans notre ville de Drenwald, une cité grise et austère du nord, dont les rues pavées sentaient le sel et l'ardoise mouillée, il avait la stature des hommes que l'on remarque dans une salle sans qu'ils aient besoin d'élever la voix. Grand, les cheveux d'un châtain profond qui commençaient à se strier d'argent sur les tempes, il portait ses 50 ans avec cette nonchalance agaçante des hommes qu'on dit bien conservés. Il avait construit sa réputation comme on construit une forteresse, pierre après pierre, sans jamais laisser entrer la lumière naturelle. Et moi, j'avais construit la nôtre. Notre vie commune. Notre maison au volet Bordeaux sur la rue de l'Épervier. Le jardin où les clématites grimpaient le long du mur de pierre avec l'obstination silencieuse des choses qui ont décidé de survivre. Les dîners que je préparais pour ses associés. Les soirs où je disparaissais dans la cuisine pour qu'ils puissent briller dans le salon. Les années où j'avais mis de côté ma carrière de traductrice pour soutenir la sienne. Les nuits où j'avais appris à occuper moins d'espace dans le lit conjugal. Ce matin de janvier, quand il était parti sans claquer la porte, le silence était son arme préférée. J'avais reçu un message de mon avocate, Maître Colwyn. Un simple message, 7 mots. Tout est prêt, tu n'as plus qu'à signer. J'avais posé mon téléphone sur la table, à côté de ma tasse de thé au gingembre, et j'avais regardé par la fenêtre le ciel de Drentwald, ce ciel perpétuellement en négociation entre le gris et le blanc, et j'avais souri. Pas le sourire que l'on affiche, l'autre, celui qui remonte du ventre. La journée avait passé comme passe toujours une journée de tempête imminente, avec une fausse quiétude. J'avais travaillé sur la traduction d'un roman islandais, une histoire de femme qui marche sur des glaciers, et quelque chose dans la prose froide de l'auteur, une certaine façon de décrire la solitude comme une forme de liberté plutôt que d'abandon, m'avait tenu compagnie plus sûrement que n'importe quelle présence humaine. Théodwald n'avait pas répondu à mon message de l'après-midi, ni à celui du soir. Une habitude désormais installée depuis des mois, comme une moisissure qui progresse dans les murs d'une maison et qu'on feint de ne pas voir parce que la retraite est trop chère. À 22 heures, j'avais réchauffé de la soupe de courge et de coriandre, celle que je faisais encore par automatisme, bien qu'il ne l'eût jamais appréciée. Je m'étais installée à la table de la cuisine, celle en chêne clair que nous avions achetée ensemble lors d'un marché d'antiquités à Veldon, il y avait de cela 11 ans, dans ce temps lointain où nous étions encore les personnages d'une histoire qui nous plaisait. J'avais mangé lentement, avec application. La soupe était bonne. Il était 2h moins 10 quand j'avais entendu le grincement caractéristique du portail. Ce portail que j'avais demandé à Théodwald de réparer depuis 3 hivers sans qu'il s'en préoccupât jamais, et dont je connaissais à présent la plainte nocturne comme on connaît la voix d'un vieux voisin indiscret. Je n'avais pas bougé. La porte d'entrée s'était ouverte. Ses pas dans le couloir. Ce silence particulier des gens qui cherchent à évaluer l'atmosphère d'une maison avant d'y pénétrer vraiment. Il était apparu dans l'embrasure de la cuisine. Veste légèrement froissée, cette cravate desserrée d'1 centimètre que je connaissais comme signal de désinvolture assumée, les yeux d'un homme qui a décidé d'avance qu'il n'aura pas tort. « Il est 2 heures du matin, avais-je dit, sans lever les yeux de mon bol. « Je sais,
Il avait dit ça avec cette inflexion dans la voix, cette légère montée sur la dernière syllabe qui signifiait « Et alors ?» J'avais continué à manger. « Tu ne me demandes pas où j'étais ?»« Non. » Un silence. J'entendais le réfrigérateur bourdonner, la pluie légère qui avait commencé à tomber sur les pavés de la cour. « Hier soir, je ne suis pas rentrée. Tu l'as remarqué, j'imagine. »« Oui. Et je ne m'en repens pas. » Il avait dit ça avec la précision d'un homme qui a répété sa phrase, qui l'a pesée, qui en attendait une réaction précise. Des larmes peut-être, ou une colère qui lui aurait permis de se positionner en victime d'une femme hystérique. C'était un mécanisme que je connaissais bien désormais, cette façon de provoquer pour mieux retourner la situation. J'avais levé les yeux vers lui, juste un instant, puis j'avais hoché la tête, un signe de tête, lent, tranquille, comme on acquiesce à une information météorologique, et j'avais repris ma soupe. Le silence qui avait suivi était d'une qualité que je n'avais encore jamais entendue dans cette maison. Pas le silence de la dispute suspendue, pas le silence du ressentiment. Quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à ce que l'on entend, dit-on, quelques secondes avant qu'un édifice commence à s'effondrer. Un imperceptible craquement interne, inaudible à tous sauf à ceux qui savent écouter les structures. Théodwald était resté dans l'embrasure quelques secondes encore, puis il avait dit bonne nuit avec la maladresse de quelqu'un qui attendait une guerre et reçoit un désert, et il était monté. Je m'étais resté à table encore 20 minutes, seul avec la pluie et le réfrigérateur et les dernières cuillerées de soupe, et je m'étais senti, pour la première fois depuis des années, exactement à la bonne température. Ensuite, j'étais allée me coucher dans la chambre d'amis, celle dont les draps sentaient encore un peu la lavande du placard. J'avais dormi d'un sommeil de pierre. Le lendemain matin s'était levé gris et propre, comme après la pluie. J'étais debout à 7 heures, chose rare. J'avais pris une longue douche, enfilé des vêtements dans lesquels je me sentais moi-même, un pantalon de lin anthracite et un pull à col roulé crème que j'avais acheté seul, pour moi, sans consulter personne, et j'étais descendue à la cuisine. Sur la table de chêne clair, j'avais disposé avec soin 3 choses. La première, une enveloppe Kraft, épaisse, portant en haut à gauche le tampon du cabinet de maître Colwyn. À l'intérieur, les documents de divorce signés de ma main depuis 2 semaines, attendant calmement dans le tiroir de mon bureau, comme des graines qui attendent le moment juste pour germer. La demande de dissolution du mariage, fondée sur la rupture irrémédiable du lien conjugal. La liste des biens communs, établie avec une précision méticuleuse par un expert que j'avais mandaté 6 mois plus tôt, en novembre, quand Théodwald pensait que je faisais retraduire le rapport annuel d'une association culturelle. La deuxième, une clé. Une petite clé en laiton mat, posée sur un rond de papier brun. La clé d'un appartement au numéro 14 de la rue des Orfèvres, à Drentwald. Un appartement que j'avais loué en mon nom propre 3 mois auparavant, meublé avec les choses essentielles et quelques objets qui m'appartenaient avant notre mariage. La lampe de cuivre de ma grand-mère Wiltrude, le tapis de laine bleu nuit que j'avais rapporté de Reykjavik lors d'une conférence de traducteurs, mes livres, les miens, ceux dont je connaissais le dos comme on connaît les visages des gens qu'on aime vraiment. La troisième, une tasse de café. Du café fraîchement préparé, encore fumant. Parce que 9 ans de café préparé, ça se finit avec dignité, pas avec un claquement de porte. J'avais entendu ses pas à l'étage à 7h45, le bruit de la salle de bain, l'eau, puis le couloir, l'escalier. Il était entré dans la cuisine dans cet état de semi-conscience défensive que les gens développent quand ils savent, quelque part sous la surface, que quelque chose a changé, mais refusent encore de le nommer. Il avait vu l'enveloppe en premier. S'était arrêté. Puis la clé, puis la tasse de café. Je l'observais depuis le seuil de la cuisine, appuyé contre le chambranle, les 2 mains autour de ma propre tasse de thé au gingembre. Il avait saisi l'enveloppe, l'avait ouverte avec ces gestes brusques des gens qui veulent faire croire à de la désinvolture alors qu'ils ont les mains qui tremblent légèrement. Il avait parcouru la première page, puis la deuxième. Puis il avait relevé les yeux vers moi. « Depuis quand ?» avait-il demandé. Sa voix avait une texture différente de celle de la nuit précédente. Elle avait perdu l'inflexion du dominant. Elle cherchait quelque chose.
Depuis novembre, avais-je répondu. Pour les démarches légales. Mais depuis bien avant dans ma tête. Tu aurais pu me parler? J'avais regardé ma tasse un moment. Le thé au gingembre avait cette couleur ambrée qui ressemble à de l'automne en bouteille. Théodwald, je t'ai parlé pendant 9 ans. Il n'avait rien répondu à ça. L'appartement, avait-il dit ensuite en désignant la clé. C'est où? Rue des Orfèvres, au 14e numéro. J'y déménage cette semaine. Les affaires que j'emporte sont déjà dans la chambre d'amis, dans des caisses étiquetées. Maître Colwyn t'enverra les documents à signer d'ici la fin de la semaine. Son cabinet est ouvert du lundi au vendredi. Je parlais avec la même voix dont j'aurais discuté d'un itinéraire, d'une liste de courses, d'un rendez-vous chez le dentiste. Non pas parce que je n'avais rien senti, au contraire, je sentais en ce moment même quelque chose de vaste et de légèrement vertigineux, comme ce sentiment que l'on éprouve au bord d'une falaise quand le vent vient de face et qu'on réalise qu'on n'a pas peur. Mais parce que j'avais épuisé depuis longtemps le répertoire des émotions bruyantes. Il avait regardé autour de lui dans la cuisine. Ce regard de quelqu'un qui recompte les objets d'une pièce pour s'assurer qu'ils sont encore là. La maison, avait-il dit. Elle est à toi. Je n'en veux pas. Je veux seulement ma part de l'évaluation, que tu trouveras détaillée en annexe 3 du document. Isolde. Il avait dit mon prénom comme on dit un prénom qu'on redécouvre, avec cet accent que les gens mettent sur les mots quand ils réalisent subitement qu'ils avaient cessé de les prononcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'avais failli sourire. Pas d'une façon cruelle, d'une façon qui ressemblait à de la tristesse distillée, à de la fatigue transformée en quelque chose de plus clair. Tu as posé ta tasse sur le bord de l'évier hier matin, avais-je dit, sans me regarder, comme tu le fais depuis des mois. Et j'ai regardé la vapeur s'élever et se dissiper, et j'ai pensé, voilà, c'est ça. Ça ressemble exactement à ça, à de la vapeur qui se dissipe dans une cuisine que personne ne regarde vraiment. Il n'avait pas répondu. Le café est encore chaud, avais-je ajouté en désignant la tasse sur la table. Je t'en ai fait un dernier. Pas par habitude, par choix. Il y a une nuance. J'avais posé ma tasse dans l'évier, pris mon manteau sur le crochet de l'entrée, mon sac sur le buffet du couloir, et j'étais sortie. La rue de l'Épervier sentait la pluie de la nuit et les feuilles décomposées de l'hiver. Les pavés luisaient sous la lumière encore basse de janvier. Je marchais vers l'arrêt du tram, les mains dans les poches, le col roulé contre ma nuque, et quelque chose en moi marchait aussi, quelque chose qui avait été assis dans une salle d'attente depuis très longtemps et qui venait de se lever, de plier son manteau sur son bras et de passer la porte. Il y avait une boulangerie au coin de la rue Westricht dont j'aimais particulièrement les pains aux noix. Je m'y étais arrêtée. J'en avais acheté un, encore tiède, enveloppé dans du papier brun. La boulangère, une femme aux cheveux roux coiffés en tresses lâches dont j'avais appris le prénom, Brégunde, m'avait dit que j'avais l'air bien ce matin. Je le suis, avais-je répondu, et c'était vrai d'une façon que je n'aurais pas su expliquer à quelqu'un qui n'avait jamais vécu 9 ans de vapeur se dissipant dans une cuisine. Le tram était arrivé avec ce bruit de ferraille familière qui m'avait toujours semblé plus honnête que beaucoup de choses dans ma vie. Je m'étais installée près de la fenêtre. Dehors, Drentwald défilait dans ses gris et ses bruns hivernaux, avec ses bâtiments aux façades de calcaire, ses canaux où l'eau dormait sous une légère brume, ses passants emmitouflés qui marchaient avec cette résolution des gens du Nord, comme si chaque trajet était une traversée. J'avais sorti mon téléphone et envoyé un message à ma sœur Sidwin, qui habitait à 2 heures de là et qui attendait depuis 6 mois que je franchisse ce pas. C'est fait. Sa réponse était arrivée en moins de 30 secondes. Une série de points d'exclamation suivie du mot « enfin » suivi d'un « je t'aime » qui m'avait serré la gorge de la bonne façon. Puis j'avais regardé par la fenêtre et j'avais pensé à cette femme islandaise que je traduisais, celle qui marche sur des glaciers. Dans le roman, il y avait une scène où elle pose le pied sur la glace et réalise que le froid, en dessous, n'est pas ce qu'elle craignait, que la surface tient, que ça tient. Je comprenais ça maintenant d'une façon que les mots d'une autre n'auraient pas suffi à m'enseigner. Maître Colwyn m'avait reçu à 10 heures dans son cabinet,
au troisième étage d'un immeuble en briques rouges, près de la place Horstmer. C'était une femme d'une soixantaine d'années, aux lunettes à monture dorée, et aux mains de quelqu'un qui a feuilleté beaucoup de destins. Elle avait regardé l'enveloppe que je lui avais remise, la copie de celle laissée à Théodwald, et avait hoché la tête avec la satisfaction discrète des professionnels qui voient leurs clients faire enfin ce qu'ils auraient dû faire plus tôt. « Et comment allez-vous » avait-elle demandé, et c'était une vraie question, pas une formule. « Étonnamment bien » avais-je répondu, « étonnamment. »« C'est souvent ainsi » avait-elle dit, « quand on prend la décision depuis le calme plutôt que depuis la douleur, il y a une sorte de clarté qui s'installe. Pas d'euphorie, l'euphorie est mensongère, mais quelque chose de solide. Quelque chose de solide. Oui, c'était exactement ça. Nous avions passé 2 heures à examiner les détails. L'appartement, l'évaluation de la maison, les comptes joints que je clôturerais en fin de semaine, la pension alimentaire à laquelle j'avais légalement droit, mais dont je ne voulais pas. Je voulais partir sans dette ni créance, partir légère comme on repart d'un pays étranger où l'on a vécu trop longtemps. Maître Colwyn avait noté cela sans commenter, avec le respect des gens qui savent distinguer la fierté de l'entêtement. En partant, j'avais serré sa main dans les deux miennes. « Merci d'avoir attendu que je sois prête, » avais-je dit. « C'est vous qui avez attendu, » avait-elle répondu. « Moi, je n'ai fait que tenir la porte. » L'appartement de la rue des Orfèvres était au 2e étage d'une maison de ville ancienne, avec des fenêtres hautes qui donnaient sur un petit jardin intérieur, où un prunier tordu tendait ses branches noires vers le ciel blanc. J'avais les clés depuis 3 mois, mais c'était la première fois que j'y venais dans cet état d'esprit, non plus pour évaluer, mesurer, planifier, mais simplement pour être là. La lampe de cuivre de ma grand-mère Wiltrude était posée dans un coin du salon, non branchée encore, mais présente. Le tapis de laine bleu nuit était roulé le long du mur. Les caisses de livres attendaient, étiquetées de mon écriture. J'avais ouvert une fenêtre malgré le froid. L'air avait cette odeur de janvier à Drenwald, de pierre humide et de quelque chose qui ressemble à de l'encre. J'avais regardé le prunier dans la cour. Il était nu, comme tous les pruniers en janvier, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il se tenait. Cette torsion particulière du tronc qui n'était pas une anomalie, mais une adaptation, une façon d'avoir grandi à travers ce que le vent avait décidé pour lui, qui m'avait semblé familier. J'avais sorti le pain aux noix de mon sac, cassé un morceau, mangé debout près de la fenêtre ouverte. Ce soir-là, Théodwald m'avait envoyé un message. Le premier message sincère, je crois, depuis des mois. Pas de colère, pas de raisonnement défensif, juste ceci. Je crois que j'ai passé les dernières années à construire des choses à l'extérieur plutôt qu'ici. Je ne sais pas si c'est réparable. Mais je voulais te dire que je comprends. J'avais lu le message 2 fois. J'avais répondu « Merci, prends soin de toi. » Pas plus, pas moins. Parce qu'il y a des portes qu'on referme doucement, non pas par indifférence, mais parce qu'on a appris que les claquements n'apportent rien qu'une vibration dans l'air, qui se dissipe aussitôt. La semaine qui avait suivi avait eu cette texture particulière des débuts, un peu rêche sur les bords, incertaine dans sa géographie, mais lumineuse d'une lumière basse et franche comme celle des après-midi d'hiver, quand le soleil daigne se montrer entre 2 masses nuageuses et projette des ombres longues et nettes sur tout. J'avais branché la lampe de Wiltrude. Elle éclairait le coin du salon d'une lumière chaude qui sentait presque les étés de mon enfance à Lindebrock, chez ma grand-mère aux mains toujours enfarinées. J'avais déballé les livres et les avais rangés non pas par auteur ni par époque, mais par couleur de dos, une fantaisie que je n'aurais jamais permise dans la maison de la rue de l'Épervier, où les bibliothèques de Théodwald imposaient un ordre architectural rigoureux. J'avais roulé le tapis bleu nuit au centre du salon et m'y étais allongée à même le sol pour regarder le plafond, comme à 16 ans dans ma chambre de Lindebrock. C'était une chose idiote et merveilleuse. J'avais repris la traduction de la femme islandaise et les mots m'étaient venus différemment, avec une aisance que je n'avais pas connue depuis longtemps, comme si quelque chose en moi qui traduisait depuis une pièce fermée s'était retrouvé soudainement à une fenêtre ouverte. Sidwin était venu le samedi avec du vin naturel et une quiche aux poireaux et du chocolat noir à 72%, et nous avions mangé assises sur le tapis bleu nuit
en parlant comme nous parlions avant que nos vies ne deviennent des choses compliquées, sans chronomètre sur aucune phrase, sans sujet interdit, jusqu'à 11 heures du soir. En partant, elle m'avait regardé dans les yeux. Sidwin avait ce don d'un regard qui ne cherche pas à rassurer, mais à voir vraiment. « Tu ressembles à toi », avait-elle dit. C'était la plus belle chose qu'on m'eût dite depuis longtemps. 3 semaines plus tard, Théodwald avait signé les documents. Maître Colwyn m'avait envoyé une confirmation par message. Un mardi matin, alors que j'étais assise à la table de l'appartement de la rue des Orfèvres, avec mon thé au gingembre, et le roman islandais ouvert à la page 147, celle où la femme sur le glacier s'arrête enfin et regarde derrière elle, non pas avec regret, mais avec la curiosité tranquille de quelqu'un qui mesure le chemin parcouru. J'avais posé mon téléphone. Par la fenêtre, le prunier dans la cour avait quelques bourgeons minuscules sur ses branches tordues. Pas encore des fleurs, mais l'annonce des fleurs. Cette façon qu'a le vivant d'insister, doucement, obstinément, sur sa propre continuité. J'avais repris ma tasse de thé. Dehors, Drentwald vivait son mardi ordinaire, avec ses pavés, son ciel en négociation perpétuelle entre le gris et le blanc, ses passants au col relevé. Et moi j'étais là, dans un appartement qui sentait la cire et le papier et la lavande des armoires, avec la lampe de cuivre de Wiltrude qui éclairait le coin du salon, les livres rangés par couleur, le tapis bleu nuit sous mes pieds, et ce sentiment, solide, discret, indélogeable comme un prunier tordu dans une cour, d'occuper enfin exactement la bonne quantité d'espace dans ma propre vie. Quelque chose avait changé en moi, non pas avec fracas, mais avec la précision d'une lame de rasoir tranchant dans de la soie. Et cette fois, c'était moi qui l'avais choisi. Si cette histoire t'a touché, laisse un like et abonne-toi. Chaque jour apporte une nouvelle histoire qui mérite d'être entendue.